juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, je suis encore tout seul pour réaliser cette interview, mais j'ai un invité de marque en face de moi. Je suis très heureux de recevoir Claude Cazès. Salut Claude. Salut. Comment vas-tu ? Le moral, il est toujours présent à 1000%. Physiquement, c'est pas la même. On n'est pas au même niveau. Alors comment ça, physiquement, c'est pas la même ? T'as l'air un peu fatigué ou un peu blessé, non ? Un peu les deux. Après plus de 53 marathons d'affilée, ouais, je suis un peu fatigué. En plus, dans les heures où on fait le podcast, c'est les heures repos entre guillemets, où je restais allongé sur le lit. Je check quand même mes prochaines date d'hébergement pour être sûr que je double-check plutôt, je devrais dire. Et puis, je surélève, on va dire, la jambe puisque j'ai quand même les releveurs de pied, le releveur de pied gauche qui est touché. Mais on va en parler. Bon, écoute, la première question pour nos invités dans ce podcast, elle est toujours la même. Je veux en savoir plus sur notre invité. Donc, dis-nous tout. Qui est Claude Cazès ? Tu peux remonter au tout début, si tu veux, on a le temps. Alors, qui est Claude Caz? Alors, ça s'écrit Cazès, mais on dit Caz. Juste pour que les gens sachent, quand ils me cherchent, il faut qu'ils cherchent sur Cazès. Mais à la rencontre, c'est Claude Caz. Claude Caz, il a 41 ans. Il est de Béziers, du côté de Montpellier. Il a 2 enfants, il a une compagne et on va dire que dans l'ensemble, c'est comme si je faisais un avancé rapide et après on va reculer et revenir en arrière. Je dirais que la première chose que je fais et pour qui je le fais, c'est pour être un exemple pour mes enfants, mais surtout pour qu'ils soient fiers de leur papa. Maintenant, on va revenir en arrière et on va parler de qui est Claude Caz depuis, on va dire, ces 5 dernières années. Je dis 5 parce que bien avant, il y a eu plein de choses, comme tous les gens ou tous les sportifs, en fait, qui sortent un peu du système pour faire ce qu'ils font. Je suis passé par des années de vécu en Thaïlande où j'ai travaillé sur des plateformes pétrolières aussi, ancien marin, ancien légionnaire. Il y a pas mal de vadrouilles, on va dire, et pas mal de cartes à mon actif, pour pas dire de cordes à mon arc, qui font que je pense pouvoir être polyvalent sur plein de choses, que ça soit dans le monde de l'exploration, du sport ou de l'aventure, ou voir les trois réunis. C'est un peu ce que je viens. Et, et puis voilà, donc j'ai envie de dire, je vais tracer très, très vite, mais très long, en revenant sur les premières années, c'est-à-dire que quand on commence à vouloir devenir explorateur sportif ou aventurier, c'est ce qu'on voit à peu près depuis ces dernières années que les gens le font, et tant mieux, parce qu'il en faut. Il faut pouvoir montrer que l'homme, entre guillemets, ou la femme est capable de faire plein de choses physiquement, mentalement et psychologiquement. C'est surtout ça qui est réuni dans ces trois choses. Euh, j'ai commencé en fait par prouver que je suis capable de faire certaines choses. Je vais pas dire plus que les autres parce qu'il y a toujours plus fort que soi, mais à un certain niveau. Donc voilà, j'ai fait des 24 heures bike où j'ai fait 480 km à vélo, des 24 heures course où je mettais souvent un masque qui était réglé à plus de 4000 mètres d'altitude, où j'ai fait des nombres de kilomètres assez conséquentes. Voilà, tout ça pour me prouver à moi-même déjà que je pouvais le faire, et aussi pour gagner en crédibilité. Et c'est ça en fait qui ont besoin tous ces gens qui veulent partir sur ces trois voies, une de ces trois voies, voire les trois. Il faut gagner en crédibilité. D'abord, je dirais, local, en local, après en régional, après en national,
Et puis, ben, après viendra certainement à un moment donné l'international. Et c'est ce que j'ai visé. Je me suis dit, il faut pas brûler les étapes. Parce que justement, en fait, très souvent, quand on veut aller trop vite, on se crame physiquement, on se crame nous-mêmes. Et on crame, entre guillemets, la carte crédibilité qu'on peut avoir en prenant son temps, même si c'est très long. Ça fait 5 ans, je suis pas au niveau de Mike Horn, et puis de toute façon, ça m'intéresse pas actuellement. Euh, mais euh, mais je suis pas aussi connu, c'est ce que je veux dire. Et 5 ans quand même, c'est long à exécuter, à vivre et à ressentir. Surtout quand on a le poids d'une famille sur ses épaules, où on sait qu'on gagne pas des cents et des mille non plus quand on commence, à moins qu'on ait économisé pendant des années pour se préparer à ça. Moi, c'est pas du tout ça. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Je fais les choses quand je les ressens et j'attends pas 30 ans pour avoir économisé pour faire les choses. Donc ça, c'est ma version et ma vie. Donc je l'explique de cette façon. Et puis quand on gagne un peu en crédibilité, c'est ce que j'ai réussi à faire au tout début. On arrive à toucher, on va dire, quelques sponsors, quelques mécènes, quelques partenariats. Et puis de fil en aiguille, en fait, on commence à entendre un peu le nom et c'est ce qu'il faut. Il faut essayer de médiatiser en local, en régional, en national et puis plus au-delà pour pouvoir, on va dire, grimper marche par marche pour pouvoir accéder à un moment donné à se dire et à ce qu'on entende l'aventurier, l'explorateur, le sportif. C'est pas nous qui décelons en fait qui nous sommes, même si nous on se sent à l'intérieur de chaque on va dire personnalité, chaque caractéristique, pardon. C'est plutôt les médias en fait qui vont faire que officiellement vous l'êtes. Vous, à l'intérieur de nous, je pense que on l'est déjà depuis un moment. Sinon, on partirait pas à faire ça. Mais c'est les médias qui vont valider ou pas. Et puis derrière, si les médias valident, j'ai envie de vous dire que les sponsors vont suivre et les partenariats aussi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. Où ma plus grosse, j'ai envie de dire ma plus grosse expédition. J'en ai eu fait plusieurs petites, mais pas très très conséquentes en soi. Ma plus grosse expédition, c'est il y a 3 ans, où je suis parti, j'ai remonté le Nil à pied, plus de 6 700 kilomètres, donc de sa source au Burundi jusqu'en Égypte, son embouchure, pour deux choses. Un, apporter des médicaments à une population sur mon chemin, donc une ONG locale par pays traversé, qui n'ont pas accès aux médicaments et qui du fait n'ont pas accès à ces médicaments, malheureusement, décèdent enfants et adultes à cause d'une simple gastro parce que ben, l'eau non potable et tout ce que ça engendre derrière. Donc voilà, j'ai voulu apporter ça plutôt que d'apporter, on va dire, tout ce qui est euh, scolaire, voilà, de l'apprentissage, même si c'est très important, bien sûr, ou de la nourriture ou des vêtements, mais ça aussi c'est très important, surtout l'alimentation, ou voire même l'eau, hein, puisque c'est aussi la base de leur maladie. Parce que la santé, en fait, sans la santé, on peut rien faire. On peut avoir tout ce qu'on veut autour. Si on n'a pas la santé, on n'avance pas. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu diriger. La deuxième chose, euh, à chaque ONG, moi, je vais sur place, puisque j'ai traversé le Nil, et je vérifie en fait que chaque ONG que je veux aider fait son boulot à l'intérieur. Je ne le dis pas, bien évidemment, avant, parce que sinon, ils préparent tout, ils font tout pour que visuellement, tout soit prêt. Mais quand j'arrive, je préviens pas. Et quand j'arrive et que je vois que le boulot est fait, à ce moment-là, je donne une aide financière. Et c'est ce que j'ai fait sur cette ONG. Je leur ai donné un montant à chacun qui, pour le pays, est très conséquent, ce qui leur a permis justement de pouvoir, sur des mois et des mois, pour pas dire une année, voir venir et pouvoir aider justement tous ces enfants qui sont en partie aussi orphelins. Et puis, euh, et puis après ça, bon, eh ben, il y a eu l'année dernière, et ça, c'est ce qu'on a en commun, hein, n'est-ce pas, Hermano, la traversée de la France, où j'ai été un des ambassadeurs de la fondation ARC, où tout le long en fait de mon périple via les réseaux sociaux, j'ai récolté des fonds qui ont été reversés à la fondation et ça a été vraiment une aventure extraordinaire humainement parlant parce que imaginez-vous pendant Octobre Rose, donc l'année dernière,
je traverse la France du sud au nord, de la commune la plus au sud à la commune la plus au nord, pour donc pour Octobre Rose et pour sensibiliser les gens au cancer du sein. Et alors, les anecdotes, voire pour voir l'histoire et l'aventure de fou, c'est que très souvent sur mon parcours, quand je m'arrêtais, soit pour manger quelque part ou juste toquer chez les gens pour leur demander s'ils pouvaient pas me remplir un peu mes bouteilles d'eau, parce que je suis vraiment parti très léger, un peu comme maintenant, avec juste une banane autour de la taille. Très souvent, j'avais en face de moi des gens qui étaient atteints d'un cancer, justement, et c'était bon la plupart des femmes qui étaient atteintes du cancer du sein et qui me voyaient avec mon petit insigne donc de Octobre Rose et qui au moment où elles l'ont vu, elles m'ouvraient la porte et elles me racontaient un peu leur histoire. Donc c'est ce genre d'histoire que j'ai vécu pendant ma traversée de la France et qui en plus de ça fait que tous les gens en France, du moins une très grosse partie, s'investissent et vous ouvrent la porte, même s'ils vous connaissent pas, parce que ce que vous faites leur parle, soit parce qu'ils ont été touchés, soit parce qu'ils connaissent des gens qui ont été touchés. J'ai envie de dire qu'il y a eu peut-être 1 ou 2% de personnes qui n'ont pas ouvert leur porte. Je leur en veux pas parce que voilà, malheureusement, l'humain, il est un peu comme ça. Tant qu'il n'est pas touché par ou lui ou sa famille ou ses proches, il se sent pas concerné malheureusement. Et ça, je l'ai vu aussi sur le chemin. Et c'est un peu frustrant de se dire que de voir que tant que les gens ne sont pas touchés, ils s'investissent pas. Et le jour où ça leur arrive, et malheureusement, et qu'ils voient qu'il y a un peu un fou ou des fous comme nous qui font ça pour ces causes-là, ils se disent, je suis content en fait que ces gens-là le font. Ça amène un peu d'espoir et ça apporte aussi un peu le sourire aussi à nos portes. Donc voilà ce que j'ai vécu l'année dernière et puis on va parler par la suite de ce que je fais. Waouh, super belle présentation. Je crois que c'est la plus longue présentation qu'on nous ait jamais faite, mais tu auras remarqué, j'étais pendu à tes lèvres. Alors effectivement, on a en commun la traversée de la France, sauf que toi, tu l'as fait du sud au nord, moi je l'ai faite du nord au sud. Et d'ailleurs, c'est super sympa parce que moi, je suis parti de Bredune, qui est la ville où toi, tu es arrivé, et un petit coucou à Caroline Vendrome qui garde le contact et qui ne tarit pas d'éloges à ton encontre. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de faire se rencontrer deux profils un peu fous, comme tu dis. Toi, c'était pour alerter sur Octobre Rose sur le cancer du sein. Moi, c'était pour lever des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants et pour la protection de l'environnement. Mais je vois qu'on est assez alignés. Même si je te considère bien plus comme un aventurier que moi. T'es parti avec très peu de choses. Moi, j'avais mon entraîneur avec le van qui me permettait de faire des petits sauts de puce et puis de me ravitailler. Mais on l'a fait quand même. Hein, le défi sportif, il est là. T'as dit plusieurs fois, t'as fait plusieurs fois la distinction entre aventurier et explorateur. C'est quoi pour toi la différence entre un aventurier et ou un explorateur? Un explorateur, en fait, ça va être plutôt une personne qui va découvrir. En fait, c'est pas une question de découvrir, être le premier à découvrir quelque chose. C'est plutôt une personne qui va découvrir quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, en 2020, en 2024, bientôt, on sera pas les premiers à découvrir une partie du monde, à moins que ça soit sous terre ou j'en sais rien, mais on sera pas les premiers. J'ai envie de dire que la 99,99% de la planète a déjà été découverte par d'autres, nos anciens. Ouais, dans quelques mois, quelques années, une fois que les calottes glaciaires vont fondre, à mon avis, on aura pas mal de choses à découvrir. Malheureusement, mais on risque Bien d'avoir des sûr. choses à découvrir. Mais voilà, je parle déjà de ce qu'il y a parce que la Non, je fonte te des glaces, c'est taquinais. encore. Non, non, mais il n'y a pas de problème. C'est encore autre chose. Mais effectivement, il y a la découverte, en fait. L'exploration, c'est la découverte. C'est ça, en fait. L'aventure, c'est 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 pas tant la découverte, en fait. C'est de partir, j'ai envie de dire, un peu à l'improviste, à l'imprévu, et ne pas savoir, entre guillemets, ce qui va nous arriver. C'est ça l'aventure, en fait. Et moi, c'est ce que je vis actuellement. Il y a, j'ai envie de dire que il y a un peu d'exploration parce que il y a certains pays que je n'ai jamais fait, je les découvre. Donc voilà. Mais il y a énormément d'aventures
Et alors, je parle même pas de l'aspect sportif, puisque c'est un marathon par jour. Aujourd'hui, c'était le 53e jour. Demain, c'est déjà le 54. Et je serai à Istanbul, ça sera quasiment le 60e. Donc, et je vais jusqu'à 80. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, gros, pour pas dire énorme, au niveau de l'aventure, parce que je le dis avec précision, je n'ai qu'une banane autour de la taille, je n'ai pas de sac à dos. J'ai deux petites poches en fait pour mettre mes bouteilles d'eau de 50 centilitres que je recharge à chaque fois. S'il n'y a pas d'eau, j'ai My Life Throw, une Life Throw. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Alors vas-y, tu peux expliquer comme ça tout le monde C'est comprendra ce que bien c'est. sûr une Life Throw en fait, on peut en trouver un peu partout comme sur Amazon. C'est une pipette qui permet de boire directement n'importe quelle eau du marécage de l'eau des égouts, à un fleuve avec n'importe quelle bactérie. Ça enlève 99,99% de toutes les bactéries et les virus qu'il peut y avoir. Voilà, pour dire, voilà, donc ça, j'ai bon, mon passeport, ma carte bancaire, voilà, ça c'est un peu une obligation. J'ai un deuxième téléphone au cas où, si celui-là il fonctionne plus, faut pouvoir en avoir un autre. J'ai deux doudous, un de mon fils et un de ma fille, qui me permettent justement aussi quand je les vois en fait, ça aussi c'est important de visualiser. Je sais qu'il y a beaucoup de coach mental qui, qui, euh, qui, euh, qui parlent de visualisation avant de faire les choses, et c'est important justement, bien avant de partir dans une aventure ou dans une exploration, de visualiser ce que l'on veut faire et comment on veut le faire pour que, même si sur le chemin, parce que l'aventure, c'est ça, il arrive toujours des choses que l'on ne peut pas contrôler. Même s'il y a des choses qui arrivent et on doit les subir, du fait qu'on est visualisé, on arrive quand même à trouver des solutions et à s'adapter justement à notre environnement, qu'il soit animal ou humain ou voire au niveau climatique. On arrive à s'adapter uniquement parce qu'on a quand même travaillé sur la visualisation et ça, c'est important. Et puis voilà, je t'en prie, continuons. Bon, on va revenir après justement sur l'aventure que tu es en train de vivre, l'aventure slash exploration parfois que tu es en train de vivre. Euh, je voulais revenir déjà un petit peu plus sur ton passé. Tu disais que ça fait à peu près 5 ans que tu es un aventurier. Avant, tu as eu d'autres choses. Est-ce que avant, tu étais sportif, tu faisais du sport, de l'endurance du sport d'intensité? Enfin, qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qu'il faisait le petit Claude Cazes quand il avait 15, 20, 30 ans? Non, non, j'ai jamais été. Alors, ce qu'il faut savoir, les gens ne le voient pas, mais en fait, j'ai une casquette sur le front. C'est la casquette de Forrest Gump. Et ça, c'est important aussi de le dire. C'est que, alors, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai confirmé. Ça a commencé déjà l'année dernière à traverser de la France parce que je l'ai fait, j'avais l'outfit, en fait, de Forrest Gump. C'est-à-dire le t-shirt jaune, la casquette rouge, le short rouge. Voilà. Au début, j'avais même les chaussures, les Nike Cortez, mais elles ont vite été cramées au bout de 3 jours. Donc, je les ai vite changées pour d'autres chaussures. Bref, parce que je suis devenu l'année dernière, en traversant la France, le Forrest Gump français, par les médias et par France 3 national. Et j'ai envie de dire que ça m'a plu vraiment de pouvoir apporter cette casquette dans tous les sens du terme, premier et deuxième degré. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment la garder et c'est ce que je fais puisque dans tous les pays où je passe, il y a soit des télés et des articles quasiment très souvent en fait. Ça a commencé en Serbie, ça continue là en Bulgarie. Demain, j'ai encore une interview. Et en Turquie, je pense que ça va être la même chose parce que comme des millions de personnes, pardon, j'allais dire de Français, mais dans le monde, c'est des millions de personnes qui ont vu le film Forrest Gump. Forrest Gump, donc Tom Hanks, quand il joue, il dégage en fait une énergie très positive. Euh, Quand on le voit et qu'il fait ses actions, on a quand même l'impression qu'il apporte en fait de l'espoir et il est bienveillant en fait. Et moi, ce sont des images que j'ai envie de garder, que j'ai bien évidemment, mais que je veux montrer et que je veux apporter. Et c'est une des raisons pour lesquelles, voilà, euh, quand je traverse et qu'on me demande en fait pourquoi tu portes ça, j'explique en fait ces raisons que je viens de citer. Et est-ce que tu dis aussi que la vie, c'est comme une boîte de chocolat? On sait jamais sur quoi on va tomber.
Exactement, exactement, parce que c'est un peu aussi une vérité, Ah, hein. c'est la définition de l'aventure. Ouais, ouais, tout à fait, exactement, hein, c'est aussi ça. Mais pour revenir à ta question que tu m'as posée, Qu'est-ce que tu c'était faisais avant? Est-ce voilà, que tu faisais du sport? si j'expliquais d'abord le truc de l'histoire de Forrest Gump, c'est aussi parce que j'ai alors en commun avec Forrest dans le film, c'est qu'à un moment donné, quand on le voit petit, il porte en fait des genres de comment je pourrais appeler ça? Il a des arceaux au niveau des jambes qui lui permettent, entre guillemets, de soutenir peut-être son ossature ou ce genre de choses. Et puis, au bout d'un moment, on le voit, il court et ses arceaux explosent et il devient, ça devient l'archétype où la petite, elle dit cours Forest, cours Forest. Bon, ça, c'est toute l'image que tout le monde a vue. Moi, j'ai eu un accident, en fait, à 9 ans. Donc, 9-10 ans, c'est à peu près comme le gamin dans Forest, où j'ai une voiture, en fait, qui m'a renversé. Et, euh, et j'ai eu de très grosses fractures en étant enfant. Et je suis resté, en fait, avec une canne pour les vieux, pendant plusieurs mois. Les médecins, en fait, enfin, me disaient que que j'allais rester, en fait, avec une canne toute ma vie parce que j'avais été, j'avais eu un gros traumatisme au niveau de la jambe droite. Et puis, ben, imagine-toi ou imaginez-vous que un enfant de 9 ans qui rentre, qui fait la rentrée des écoles et qui a une canne de pépé et ben, qui est un peu moqué, voilà, qui est pointé du doigt, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, moi, je me suis dit non, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'être moqué. J'ai pas envie, en fait, de ça. Alors, les gens ne le verront pas forcément, à part s'ils vont sur mon Insta pour aller voir un peu les vidéos, tout ça. Mais je marche en canard. À cause de cet accident, j'ai vraiment les pieds en canard plus accentués que la plupart des gens. Et je cours justement avec ça. Et c'était la raison pour laquelle les médecins me disaient non, non, tu pourras pas faire du sport comme les autres, tu pourras pas faire ce genre de truc. Et du coup, quand tu es un enfant, tu écoutes souvent les adultes et tu leur dis ça. Mais là où je n'ai pas voulu les écouter, c'est à me dire que j'allais rester avec une canne toute ma vie, c'était pas possible pour moi. Du coup, j'ai tout laissé tomber. Et puis j'ai demandé à mes parents à ce moment-là, est-ce que je peux faire du foot? Et j'ai essayé, donc je vais pas dire que j'ai été un grand sportif, ça serait mentir que de dire ça. Et puis voilà, donc c'est un peu la similitude, on va dire, que j'ai avec Forrest. Sans le savoir, hein, je me suis remémoré ça en fait quand j'ai commencé à porter la casquette. Et puis voilà, après ça, il y a eu, comme on l'a entendu au début, la Marine nationale. Bon, c'est pas des grands sportifs, je le dis, c'est une vérité. C'est très très rare, même pendant les classes, c'est pas un truc de ouf. J'ai jamais eu la prétention de dire que je pensais être un coureur. Même encore aujourd'hui, je me considère pas comme un coureur ou un marathonien. Et puis après, il y a eu la Légion où ça a été un peu plus sérieux, beaucoup d'années plus tard, hein, un peu plus sérieux physiquement parlant. Mais c'est surtout des marches en fait à la Légion. C'est pas tant des courses, hein. C'est vraiment des très grosses marches. Donc ça, marche et course à pied, ça a rien à voir. On peut pas comparer. On peut faire plus, j'ai envie de dire plus de marches que de courses. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est un peu ça. Et puis il y a 5 ans, quand j'ai commencé à faire ça, et donc que j'ai voulu gagner en crédibilité, je me suis entraîné très fort, tellement fort que je faisais 4 à 6 heures d'entraînement par jour, où je continue à faire ce que je fais là pour faire de trucs aussi énormes, où je tire du pneu, je fais des kilomètres en marche arrière, je fais des kilomètres pieds nus pour renforcer la voûte plantaire. Marche arrière, c'est surtout pour les cuisses et les tendons, enfin tout ce qui est tout ça. Donc il y a plein de choses en fait que on ne voit pas, même chez les professionnels, hein. Et pourtant qui peuvent nous renforcer sans forcément avoir une salle qui coûte cher, sans forcément devoir payer des gens qui vont vous vendre entre guillemets des choses qui vous allez vous mettre mal financièrement. Ça sert à rien en fait. J'ai envie de dire que il vaut mieux se tester soi-même. La meilleure des choses, c'est de se tester soi-même, surtout alimentaire, physique, tout. Une fois que vous êtes testé et que vous allez dans la direction de comment comprendre son propre corps, en sachant que ce n'est qu'une enveloppe, on est juste à l'intérieur, il faut savoir comment fonctionne votre corps et vous adapter en fonction de tout ce que vous allez avoir autour.
Je me souviens qu'il y a quelques années, quand je t'avais découvert, tu passais dans le podcast de Barthélemy Fent, extraterrien, et tu revenais sur ton acclimatation au froid, et tu avais le record du monde du temps passé dans une immersion d'eau glacée. Est-ce que ça aussi, ça t'a permis de te forger un mental, même si en tant qu'ancien légionnaire, on imagine que tu avais déjà un mental plus que d'acier? Alors ça aussi, c'est bien que tu mets le doigt sur quelque chose d'important. C'est pas forcément parce que on a fait la Légion qu'on a un mental d'acier. Je dis ça parce que moi, quand je suis arrivé à la Légion, je venais d'arriver de plus de 2 ans, non, de quasiment 2 ans d'années en Thaïlande, dans un camp d'entraînement où je m'entraînais 7 à 8 heures par jour en boxe thaï. 7 à 8 heures par jour, c'est énorme, hein, où je faisais ça 6 fois par semaine. Donc, physiquement parlant, à ce moment-là, quand j'ai terminé la Thaïlande, où j'ai fait quelques combats en professionnel, bref, et que je suis arrivé à la Légion, j'étais déjà, en fait, en haut. J'étais déjà physiquement prêt, en fait, à faire la Légion, et mentalement aussi. Donc, pour moi, la Légion, les classes, en fait, c'est ce qu'il y a de plus dur quand on veut faire la Légion. Et pour moi, ça n'a pas été extrêmement difficile. J'ai eu peut-être un moment sur les fameux 4 mois qui a été difficile, mais un moment, un jour sur 120 jours. Donc, j'ai pas senti cette difficulté que les gens peuvent, mais c'est normal. La plupart des gens qui vont à la Légion, pour raison X ou Y, c'est pas important, ils ne se préparent pas. Ils y vont et puis c'est tout. Ils veulent juste changer de vie, ils veulent juste faire autre chose, ils veulent peut-être c'était leur rêve de rentrer à la Légion, voilà. Mais ils ne se préparent pas réellement. Quand on veut faire quelque chose, il y a une vraie préparation physique à faire, mentale et alimentaire. C'est vraiment les 3 points très importants dans n'importe quelle préparation que l'on veut faire. Donc, c'est pour ça que je te disais que t'as mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est que j'ai pas eu le mental grâce à la Légion. Par contre, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur mes capacités, sur ce que j'étais capable de faire avec tout ce que j'avais appris à la Légion, que je ne pensais pas, que je ne connaissais pas avant. Et, Alors, juste petite précision, ce que je voulais dire, je me suis peut-être mal exprimé, c'est pas la Légion qui a forgé ton caractère de guerrier ou ton mental d'acier, c'est plutôt quand tu sors de la Légion, on imagine que déjà tu as un mental d'acier, qu'il a été acquis avant ou pendant. Comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui viennent à la Légion exact. pour raison X ou Y, souvent pour changer de vie et peut-être aussi pour s'endurcir. Et c'est là la Légion qui va les forger. Mais il y en a d'autres, comme toi, qui Tout arrivent, à fait. qui sont déjà des brutes et qui finalement survolent un petit peu tout ça. Ça veut pas dire que t'as rien appris, ça veut pas dire que t'en as pas chié, mais, euh, Exactement. mais voilà. Tu l'as fait, t'es sorti de là, donc ça veut Non, dire mais que normalement c'est t'as un ça. mental assez dur. Et ouais, la première question que je te posais juste avant cette réaction sur la Légion, Dis-moi. c'était est-ce que ce record du monde du temps d'immersion dans l'eau glacée, ça t'a encore plus forgé ton mental et ça faisait partie de cette préparation dans laquelle tu t'es lancé, qui dure maintenant depuis 5 ans, où tu te dis je vais faire des trucs de dingue pour soutenir, pour apporter à des causes qui me sont chères. Alors, en fait, il y a 2 choses importantes dans ce que tu viens de dire. La première, c'est que quand je pars pour faire quelque chose, la seule question enfin, c'est même pas une question, c'est une affirmation. Je me dis, si lui l'a fait, je peux le faire aussi. Cette personne qui est en face de moi est aussi un humain. Je suis aussi un humain. Il va aux toilettes comme moi. Donc, je veux dire, il a rien de plus que moi, si ce n'est les entraînements, en fait. C'est la préparation qu'il a en plus. Donc, il suffit de s'entraîner, quelques personnes que ça soit. Je me considère vraiment comme une personne ordinaire qui fait des choses pas ordinaires, comme dirait Mike Horn. Mais rien de plus. En fait, il y a pas de personne plus forte qu'une autre. Elle est juste plus entraînée qu'une autre. Et concernant justement cette immersion, j'ai regardé. À la base, c'était Wim Hof, donc l'homme de glace, Iceman, qui avait ce record du monde et qui a été pris par plusieurs personnes. Et actuellement, c'est un Français. Il s'appelle Romain Vandendorf. Et c'est quelqu'un qui m'a contacté à ce moment-là parce que justement, moi aussi, j'étais sur on va dire, la reprise de ce record. Et donc, bref, sans rentrer dans les détails,
Lui était déjà en préparation sur ça et on a juste échangé. Je lui ai dit moi que ça faisait quelques mois que je m'entraînais, lui ça faisait quelques années pour qu'il se préparait pour ça. Et je lui ai entre guillemets, on a trouvé un terrain d'entente où je lui ai laissé la porte ouverte pour qu'il puisse faire son truc puisqu'il avait déjà des sponsors, des mécènes, tout ça. Où il faisait ça aussi pour une cause et moi je suis passé à autre chose entre guillemets. J'ai pas, je me considère pas comme quelqu'un qui est capable de tout faire, mais je me considère pas non plus comme quelqu'un qui n'est pas capable de tout faire. C'est, pour moi, on n'a pas de limite, en fait. Tout le monde, on est capable, en fait, de partir sur n'importe quelle voie. Et comme pour moi, on va dire que l'objectif, et là, quand tu parles de extraterrien, où je suis passé, je parlais justement de l'Antarctique, je sais pas si tu t'en souviens. Euh, c'est vraiment en fait un projet que j'ai dans ma tête depuis 5 ans, l'Antarctique, sur une marche de 1500 km en moins de 54 jours, qui est très importante. Et donc, je me suis dit, si je veux pouvoir faire ça, il faut que je puisse me préparer physiquement et que je prépare mon corps aussi au froid. Et d'où justement ces fameuses immersions dans la glace et l'eau glacée et enfin voilà tout ça. Et parce que les gens pensent toujours que parce que l'autre a fait ça, je dois faire la même chose pour pouvoir réussir à faire ça. C'est faux. Ce que l'autre a fait de cette façon-là, toi, tu peux le faire aussi à ta façon. Je donne un exemple. Je ne pèse que 54 kilos. OK? Si je dis que je vais, admettons, battre le nouveau record maintenant, donc qui est Romain qui l'a, c'est 2h30 dans de la glace. Tout le monde va penser, parce que c'est ce que tout le monde fait en général, prendre du poids pour avoir en fait de la graisse autour de soi, pour pouvoir résister au froid. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est pas comme ça que je travaille non plus. Je dirais que je sais, de par l'expérience que j'ai et que j'ai acquise, qu'avec juste de la respiration, un travail de respiration intense et quotidien, hein, on est capable, tout le monde, de conserver la même ligne de température. C'est-à-dire que vous pouvez habituer, déjà, il faut habituer son corps au froid, premièrement, sa peau, parce qu'on ne parle jamais de l'épiderme, du muscle, du sang, de la rapidité, on ne parle jamais de ça. On parle uniquement de gras pour résister au froid, c'est tout. Moi, tout ce que j'ai découvert, vraiment, je l'ai découvert par moi-même. Et j'ai vu que justement, travailler sur l'épiderme, donc sur la peau, la renforcer, ça permet d'avoir une genre de couche de protection. Travailler sur le muscle, ça permet d'avoir une deuxième couche de protection. Et la chose que l'on a, nous les hommes, et que les femmes n'ont pas, c'est les poils. Si on garde les poils avec le muscle travaillé et donc plus dur, et la peau travaillée et donc plus résistante, on a 3 couches en fait qui nous permettent de résister au froid. Ça, c'est déjà énorme. La quatrième chose, c'est la respiration. C'est quasiment la clé de tout pour le sport, pour le quotidien, pour le stress, pour tout. Et une fois qu'on a travaillé ça, on peut battre n'importe quel Bon, record. et j'en profite pour faire des petits coucous. Alors déjà à Leonardo Pelagotti, qui est un instructeur de la méthode Wim Hof, où justement lui est un gros pourfendeur de la respiration pour résister à toutes ces choses-là. Marc Plata, qu'on a reçu aussi dans le podcast, qui travaille sur la respiration. Et puis au-delà de ça, quelques apnéistes, Mathieu Mario et Arthur Guérin-Boriri. Je sais pas si tu les connais, si tu as déjà travaillé avec eux, avec ces gens-là. De tout ce que tu as cité, j'en connais que un. Quand je dis connaître, je parle de. J'ai dû avoir peut-être 2, 3 échanges avec lui, mais pas plus. Parce que c'est quelqu'un qui est. Voilà, je vois sa vie, c'est un TGV, sa vie. C'est Arthur. Voilà, on a échangé justement, hein, on a échangé par rapport au froid. Ouais, parce que lui, Euh, il avait ce record du monde de plonger en apnée sous la glace, donc de faire la plus longue distance. Et pour exactement. ça, il faut aussi résister, habituer son corps au froid, etc. Donc voilà, donc au même moment, je travaillais sur le froid et au même moment, on est rentré en contact et je lui avais expliqué qu'il y avait une façon de faire qui n'était pas obligé de, c'est ce que je viens d'expliquer, de faire comme tous les autres. Il y a une autre façon de faire et c'est celle-ci, en gardant son physique et sans pour autant obligatoirement travailler sur le gras. Maintenant, je dis pas que cela ne fonctionne pas. Je dis juste qu'il y a d'autres façons de travailler. Alors, on peut accumuler les deux, hein. Ça nous donnera une résistance encore plus haute. Mais moi, je veux vraiment conserver celle que j'ai
trouvé entre guillemets, parce que j'imagine on dit toujours on pense toujours qu'on trouve les choses en premier, mais il y a déjà quelqu'un qui l'a fait 10 ans, 100 ans, 1000 ans avant nous. Voilà. Tout ça, ça t'a amené au fur et à mesure, comme tu l'as dit, à relever des défis, à te lancer dans des aventures. L'année dernière, c'était la traversée de la France, à l'inverse de moi. Et cette année, qu'est-ce que tu nous as préparé? Qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, je suis en train donc de traverser une partie de l'Europe, de la France jusqu'en Turquie, plus précisément de Béziers jusqu'à Adana. Adana, c'est dans le sud de la Turquie. On parle de 3600 kilomètres au total et de 80 ou 81 jours de marathon. Euh, les raisons pour lesquelles je fais ça, c'est parce que, je pense que tout le monde l'aura entendu, il y a eu le séisme en Turquie, l'épicentre était à Gaziantep et qui a été, on va dire, les ondes sont allées jusqu'à Adana, qui est un peu plus à l'ouest, mais au sud. Et, euh, et donc voilà, donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit que c'était en février, que j'avais vraiment envie, cette impression, je fais toujours tout ce que je fais en fait, pas aux impressions, mais aux sentiments, au ressenti. Et à ce moment-là, je ressentais le besoin d'aller faire quelque chose. Sauf que, encore une fois, il y a cette fameuse préparation. Même si j'ai des entraînements quotidiens quand je suis chez moi, partir pour faire 80 marathons, en sachant que en vivant une aventure, une micro-exploration et un monde physique énorme, il faut quand même être préparé. Donc, ça m'a donné de février à me faire le départ donc pour octobre. Et puis, donc, je vis depuis 53 jours de marathon. J'ai envie de dire une aventure humaine extraordinaire où je rencontre des gens formidables, vraiment, dans tous les pays que j'ai traversés. Il y a pas d'exception et qui continuent à m'accompagner malgré que j'ai déjà fini de traverser leur pays, qui continuent à m'aider à trouver des hébergements, puisque c'est ça mon quotidien en fait. Je cours et en même temps je réponds au téléphone, je réponds aux messages, je cherche des hébergements pour la nuit suivante. Et pour les gens qui se posent la question, parce que c'est limite, je vous entends penser dans le futur, puisqu'on est en train d'enregistrer maintenant, c'est de dire, mais pourquoi tu réserves pas sur plusieurs jours d'affilée? Parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver en fait dans la journée. S'il m'arrive quelque chose dans la journée et que j'ai réservé dans la journée et que j'ai déjà payé, entre guillemets, puisque c'est quasiment ça, hein, sur Booking, tu payes déjà d'avance. C'est très rare où tu peux réserver sans payer. Euh, S'il m'arrive quelque chose, ben, j'ai déjà payé, j'ai gaspillé de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle donc, je fais les choses vraiment limite du jour au lendemain, pas plus. Et tout ça, tu le fais donc pour aider les victimes du séisme, déjà pour alerter dessus, pour aider. T'en profites pour collecter des fonds. Comment est-ce que tu aides au-delà de faire des médias, de la publicité, de parler de ça? Bien sûr. En fait, j'ai ouvert une cagnotte qui est sur Helloasso. Helloasso, ceux qui connaissent pas, c'est vraiment quelque chose de safe et sécure. C'est uniquement les associations françaises qui peuvent s'inscrire à l'intérieur de Helloasso. Et puis en plus, quand vous faites un don via ces liens Helloasso, vous avez une contrepartie d'un reçu qui vous permettra, si tant est que vous payez des impôts, être déductible. Et donc, sur ma bio en Instagram, il y a le lien. Donc, mais malgré ça, tous les soirs, chaque dernière story de la journée, je mets le lien au-dessus de la story pour que les gens puissent faire un don. Et après cette story-là, je mets, euh, je mets le montant de la cagnotte qui augmente quotidiennement pour que les gens puissent voir que ben, ça continue d'augmenter et qu'il faut que ça continue d'augmenter jusqu'à mon arrivée à Dana. Et une fois que tu seras arrivé à Adana, tu fais quoi de cet argent? Tu te payes un bon resto? Alors, c'est une très bonne question parce que ça a été au début je visais. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très personnel et c'est que mon opinion, bien évidemment. Mais c'est parce que j'ai vécu ça que je pense et je réfléchis comme ça. Je ne me dirige rarement vers les gros organismes. L'année dernière, quand j'ai traversé la France pour la Fondation Arc, c'était le premier organisme, gros organisme, pour qui je collectais des fonds. Généralement,
on va dire à 90% du temps où je fais quelque chose, je collecte des fonds que pour des petits organismes. Parce que pour moi, j'ai toujours cette impression en fait qu'ils sont les oubliés. Parce que les gros organismes peuvent faire des publicités à la télévision, peuvent se faire entendre, entre guillemets, leur voix, parce qu'ils ont les moyens de se faire entendre. Et les petits, en fait, malheureusement, qui en ont vraiment besoin, on ne les entend pas, si ce n'est peut-être par le bouche à oreille ou ce genre de choses. Et moi, en fait, je préfère 1000 fois donner à plusieurs petits organismes pour pouvoir les aider parce qu'ils sont sur le terrain du début jusqu'à la fin. Ils sont pas juste là pour se montrer médiatiquement, comme j'ai pu voir à un moment donné, et je tiens à le préciser, euh, parce que quand il y a eu aussi l'Ukraine, ça a touché tout le monde en France. Le début, je parle de l'histoire. Aujourd'hui, je vois les choses un peu différemment, mais quand c'est arrivé, j'ai pris un camion, j'ai chargé 1 tonne de tout, nourriture, médicaments, 1 tonne. Et je l'ai amené avec 2 collègues à moi. On l'a amené, donc on a fait 26 heures de voyage non-stop sans s'arrêter jusqu'à la frontière polonaise pour aller délivrer ce camion et toute la marchandise à toute la population ukrainienne qui franchissait la frontière pour venir vers la frontière polonaise et récupérer ce genre de choses et les aider où on voyait, nous, de nos propres yeux, ces femmes, ces enfants arriver avec des têtes, voilà, enfin, c'était quelque chose de très très dur à voir, bref. Et si je dis ça, c'est parce que voilà, j'ai vu des gros organismes. Je vais pas les citer parce que c'est pas une question de se les mettre à dos, je m'en fous en fait, vraiment. Hein. C'est juste que voilà, j'aime pas trop pointer du doigt. À part si on m'attaque, là c'est différent. Mais euh, mais voilà, j'ai vu ces gros organismes qui faisaient la guerre aux petits organismes qui étaient sur place parce qu'ils étaient arrivés avant les gros organismes et parce qu'ils n'avaient pas leur place, entre guillemets, visuellement pour les médias. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai vu et c'est une des raisons pour lesquelles, que ça soit pour le Nil, que ça soit pour ce que je fais actuellement, je me dirige plutôt vers des petits organismes, voire même, pour moi, la meilleure des idées. Je te le dire, Manon, c'est vrai. J'y ai pensé pendant. T'imagines bien que je sais tu sais ce que c'est. Quand tu cours, tu as le temps de réfléchir à plein de choses. Et je me suis dit, la meilleure des idées, après, ça dépend du montant que je vais pouvoir récolter à la fin, c'est de se dire, qui en a besoin, en fait? Tu cours pour qui? Tu cours pour les familles. Tu cours pas, en fait, pour une cause, pour dire un cancer, pour des gens qui ont un cancer. Tu cours pas pour ça. Tu cours pour les gens, en fait, qui ont les familles des victimes. Donc, qui en a besoin? Les organismes ou ces familles-là? Donc, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ça serait pas mieux, même si c'est plus long, de distribuer tout cet argent, de le diviser, en fait, sur toutes les familles et de leur donner main à la main pour qu'ils puissent se reconstruire eux et faire le choix d'utiliser cet argent, entre guillemets, comme bon leur semble. Moi, c'est vraiment cette optique et c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Maintenant, je vais dire une bêtise, hein. Ils doivent être peut-être 30 000 ou 40 000 familles. Si j'ai 50 000 euros, ben, ça fera quoi? 1 euro à leur donner chacun. Donc, bien évidemment qu'à ce moment-là, c'est des organismes qu'il faut donner parce qu'ils vont pouvoir acheter en gros et leur donner plutôt des choses qui ont besoin au quotidien. Mais en fait, c'est vraiment cette optique-là. Je me dis que si j'avais des millions d'euros et que je pouvais le partager à eux tous, je leur donnerais main à la main pour qu'ils puissent choisir de faire ce qu'ils en veulent. Voilà. Wow. Écoute, je te comprends tout à fait. Comme tu le dis, quand on court, on a le temps de réfléchir, de penser à toutes ces choses-là. Et c'est vrai que parfois, ça fait mal au cœur de collecter des fonds pour des gros organismes qui, et on va pas se le cacher, hein, parce qu'ils sont gros, ils ont des gros frais de fonctionnement. Et donc, ils engloutissent 20, 30, 40% de l'argent qui est donné pour faire fonctionner cet organisme. Alors, il en faut des organismes, oui. Bien sûr, bien sûr. Mais on se Il faut demande pas toujours oublier où les passe petits, c'est l'argent. ça le truc. Il faut pas oublier les petits, qui Faut souvent oublier les eux petits. sont des gens bénévoles et qui ont finalement des frais de fonctionnement qui sont beaucoup plus faibles et qui permet aussi de redistribuer de manière plus Exactement. importante par derrière. Et après, on en arrive malheureusement au problème de l'économie. Des petits qui achètent au prix normal, et ben ils vont acheter moins que des gros qui vont acheter au prix de gros. Donc ce qu'on va gagner d'un côté en termes de frais de fonctionnement et autres, on va le perdre de l'autre côté. Bref, c'est pas le sujet du jour. Ça. Alors aujourd'hui, tu en es à 53 marathons. Donc quand on diffusera cet épisode, tu en auras déjà fait un petit peu plus. On le diffusera avant que tu aies fini, bien sûr. Comment ça se passe physiquement? J'ai envie de dire que alors on est
Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de ma fille. Ça a été, je crois, la plus dure journée émotionnellement parlant, la plus dure journée depuis le début. Ben, parce que voilà, t'as pas tes proches, t'es pas avec ta famille, entre guillemets, à ce moment-là, tu as envie de partager ce genre de journée, d'émotions. Donc effectivement, ouais, j'ai versé quelques larmes ce jour-là parce que j'étais triste de pas pouvoir être avec ma fille et de lui dire que qu'elle me manquait et que voilà et que je l'aimais. Bien évidemment qu'elle le sait et qu'on arrive à faire quand même au moins un visio par jour. Mais il y avait quand même cette tristesse. Et la deuxième chose, c'est que le même jour, et je pense qu'il n'y a pas de hasard de toute façon, moi je ne crois pas, le même jour, parce que, on va dire émotionnellement, j'étais un peu en bas. J'avais le moral, mais émotionnellement, j'étais un peu en bas, un peu triste. Euh, j'ai euh, j'ai eu un déclenchement donc de mon releveur de pied gauche, euh, extrêmement douloureux. C'est comme si la cassure est arrivée à ce moment-là. Et, euh, et donc physiquement parlant, ce jour-là, donc c'était il y a quelques jours, il y a 2, 3 jours, ça m'a fait mal. Et je me suis pas posé la question de me dire est-ce que tu vas continuer? Il n'y a pas de problème pour ça. S'il faut que je continue à pied, en marchant, je continuerai, c'est pas le problème. C'est surtout de me dire comment en fait je vais continuer. C'est de trouver la solution. Et je pense avoir trouvé la solution, en tout cas tant qu'il y aura de la neige, c'est que je prends la neige, je la mets dans mes chaussettes. J'attends que ça anesthésie la douleur et je cours. Et tant qu'il y a de la neige, en fait, je prends des morceaux, au cas où si pendant plusieurs kilomètres il n'y a rien, et je les garde en fait dans une de mes bouteilles et je les remets au fur et à mesure dans ma chaussette pour que mon pied soit endormi tout le long en fait de ma course de la journée. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui pour pouvoir continuer et arriver jusqu'à la fin, malgré hier, avec déjà encore une fois le cœur sur la main, qui m'ont amené aux urgences vite fait, parce qu'ils connaissaient un médecin du sport qui était aux urgences pour voir qu'il puisse, on va dire, regarder ce que j'avais. Et effectivement, c'est le releveur du pied, c'est une inflammation au niveau du releveur, qui m'ont donné des médicaments très forts. Mais la douleur est tellement haute en fait que les médicaments ne compensent pas la différence. Donc je les utilise toujours, bien évidemment, mais sans la glace, ça serait extrêmement difficile. Il faudrait que je marche très très doucement et que je mette 10 heures pour faire mes 42 kilomètres. 10 heures dans une journée, c'est extrêmement long. Donc voilà, du coup, je mets la glace. J'arrive à faire comme je faisais un peu avant, c'est-à-dire autour on va dire, allez, 5h30, 6 heures pour faire mes 42. Waouh. Alors, certains qui nous écoutent, et notamment des triathlètes qui écoutent ce podcast, qui parfois vont sur Ironman et sur l'Ironman on termine par un marathon et qui vont te craquer un marathon en 3 heures, vont certainement se dire ouais, bon, le gars il fait 6 heures au marathon, ouais mais il en est à 53 et c'est tous les jours. Un Ironman t'en fais un, deux, voire trois dans l'année, t'en fais rarement plus. Toi t'as fait déjà 53 marathons. Bon, ce qu'il faut se dire, ce qui est pas mal, c'est que t'as fait 2 tiers. Il te reste qu'un tiers là, donc il te reste qu'un tiers à souffrir. Sauf que ça aussi, faut bien le comprendre, c'est que ce genre de message là que tu viens de dire, bien évidemment que c'est encourageant de se dire ça, et c'est ce qu'il faut se dire. Il faut rester toujours optimiste, et je le suis. Mais dans la réalité, dans ton quotidien, quand tu le vis au présent, et que tu sais que tu as fait 53 et qu'il t'en reste 27 à faire derrière, tu dis, tu te dis pas, ok, j'en ai déjà fait 53, il m'en reste plus que. Tu te dis pas ça. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Déjà, je fonctionne quand j'avance quotidiennement. Dès que j'entends 1 kilomètre sur une application, je lève ma main et je dis ouais, 1 kilomètre. Je suis content en fait de faire juste 1 kilomètre. Et à chaque kilomètre, en fait, je suis content. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que au bout d'un moment, quand tu commences un peu plus à comprendre le fonctionnement de ton corps et que tu ressens comme des fois comme des aiguilles, des tout petites douleurs d'aiguilles ou d'électricité, tu vois, des tout petits déclenchements, tu sais que ça va te prévenir. C'est un signe pour te dire attention, il se peut qu'à un moment donné, ici exactement, là où tu ressens quelque chose, tu vas être bloqué. Et donc, moi, je pense que c'est pour ça que ça a duré jusqu'à ce moment-là, donc jusqu'aux 50,
51e, je pense, avant le déclenchement du releveur de pied, c'est que j'ai su écouter quand même tout le long le corps où je m'arrêtais quasiment, on va dire, aller à 5 kilomètres, et c'est ce que je continue à faire d'ailleurs. Je m'arrête tous les 5 kilomètres pour faire des petits assouplissements, pour respirer un peu plus, pour manger un ou deux carrés ou des fois trois ou quatre de chocolat pour moralement aussi gagner quelque chose, entre guillemets. Je pense qu'il faut être un peu comme un âne en fait qui va avancer. Il faut se mettre une carotte devant soi pour dire, OK, dans 5 kilomètres, je vais pouvoir manger un peu de chocolat. Et d'ailleurs, en plus de te donner une carotte, ça te permet aussi de récupérer de l'énergie. Donc, tu fais une paire de coups. Tu vois, je vais te raconter une anecdote. Moi, sur ma traversée de la France, globalement, tout s'est bien passé. Bon, j'ai eu une inflammation du tendon d'Achille à gauche au 3e jour. J'étais parti pour 29. C'est effectivement le moment où mentalement tu finis par switcher. Ça a été dur les 3 jours suivants, et puis après, au bout d'un moment, tu t'habitues à la douleur. Et puis même, au 23e jour, j'ai rencontré un kiné qui m'a guéri. Et là, tu dis, bah mince, ça y est, c'est réglé. Ok, bingo. Mais par rapport tu vois, à ce décompte du nombre de jours qui passent, mon entraîneur pendant ma prépa m'avait toujours dit c'est pas encore X kilomètres ou X jours, c'est plus que. Non. Et c'est finalement ce que je me suis toujours dit pendant la prépa. Notamment, on a fait des week-end shocks où on a fait du 3 x 75, 2 x 75, 1 x 80 sur 3 jours. Donc là, tu commences à compter les kilomètres et te dire, bon, ok, plus que X kilomètres. Et finalement, pendant ma traversée, plus j'avançais, et les choses se passaient tellement bien, et plus je me disais, mince, plus que X jours. Je voulais que ça continue, je voulais que ça se prolonge. Donc peut-être que c'est ça le mindset qu'il faut avoir finalement, Claude. Te dire, plus que 27. Ok, je souffre un peu, mais et si je continuais? Si au lieu de 27, je me disais, il m'en reste 30? En fait, si je devais te répondre, moi, c'est vrai que bien évidemment que j'ai toujours été sur le plus que, mais pas dans ce sens de jour, ni d'heure, ni de kilomètres. Je vais peut-être on va dire, en surprendre plus d'un, mais c'était plutôt, j'ai terminé la France. Tu sais, je vais découvrir la Slovénie. J'ai terminé la Slovénie. Tu sais, je vais découvrir la Croatie. En fait, c'était ça, en fait, mon truc. C'était de me dire, je suis en train de découvrir un pays, donc le fameux partie exploratrice, je découvre un pays j'ai envie, il me tarde de découvrir le prochain. Là maintenant, en fait, comme je suis en Bulgarie, c'est l'avant-dernier pays, si tu veux, en fait, dans quelques jours, je traverse donc la frontière bulgare-grecque, parce qu'en fait, il y a une toute petite partie de la Grèce que je vais traverser, qui va durer une nuit. Hein. Je traverse le lundi, je suis là. Le lundi soir, je dors en Grèce et le mardi, je suis déjà en Turquie. Donc, et là, en fait, aujourd'hui, ce que je me dis, c'est putain, merde, dans quelques jours, je suis en Turquie. Et je cours pour qui? Je cours justement pour la population turque. Et c'est ça, en fait, que je me dis. Je me dis ça. Et quand je serai en Turquie, je me dirai, bientôt, je serai à Adana. Pour ceux qui ont tout perdu. Et c'est mon optique, en fait, c'est même pas le plus que ou le moins que. C'est vraiment, en fait, je cours pour ces gens. J'arrive dans votre pays. Je vais pas arriver entre guillemets en conquérant, puisque voilà, je reste quand même blessé. Et surtout, je reste Claude Caz. Hein, je suis juste une personne ordinaire. Mais j'ai envie d'arriver et de leur dire, vous êtes pas oubliés entre guillemets. Moi, je vous ai pas oublié, et c'est la raison pour laquelle je fais ça aussi. C'est un peu ce que j'ai ressenti pendant les quelques mois qui ont précédé tout cet aspect médiatique dans le monde entier. Je vais pas pointer le doigt sur la France plutôt qu'un autre, où on en a parlé, on va dire, allez, les premières semaines, les 2 premiers mois, et puis après plus rien. Comme quasiment toutes les informations quand il arrive quelque chose, hein, une catastrophe ou quoi. Et puis après, on a l'impression en fait que les gens, ça y est, se sont reconstruits. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leur maison, ils ont tout perdu et ils se sont reconstruits. C'est faux. Je le sais parce que j'ai des informations. C'est carrément faux. Les gens ne sont pas reconstruits. Il y a pas ils n'ont pas des nouvelles maisons. Ils sont toujours dans des tentes après tant de mois. Et c'est aussi pour ça que je le fais. C'est parce que j'ai envie de leur montrer que moi, personnellement, je ne les ai pas oubliés. Et toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux non plus, puisqu'ils participent financièrement à cette collecte.
Sur l'aspect de l'aventure en elle-même, que ce soit celle-ci ou les autres que tu as déjà menées, comment est-ce qu'on vit en tant que père et mari quand on se lance dans des aventures comme ça? Aussi bien pour la préparation que pour le déroulé de l'aventure. Alors forcément, je te pose la question aussi parce que ça m'a impacté, parce que ça m'intéresse, parce que moi aussi j'ai eu des hauts et des bas avec la famille. J'ai envie de te dire que moi, alors, je déteste dire moi parce que ça fait penser un peu à quelqu'un qui pense qu'à lui, mais ça fait plus de 20 ans que je suis avec ma compagne. Euh, donc, elle comprend un peu le phénomène déjà. Euh, mais, euh, mais en fait, je pense que le plus important dans un couple, c'est de trouver son équilibre. Euh, Quand je suis pas là, c'est pas, il y a un manque, bien évidemment, hein, des deux côtés, mais on va dire que moi, je suis content de mon côté à faire ce que je fais parce que je suis heureux dans ce que je fais. Même si je pars entre guillemets à faire plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs jours. Et de l'autre côté, ma compagne, je sais qu'elle le vit pas mal. Elle arrive à bien vivre ça parce on a aussi besoin, chacun, d'avoir, entre guillemets, ces moments à nous où l'on fait ce que l'on fait. Et bien évidemment que ma compagne, elle a dû s'adapter à ce genre de vie que je mène et elle a su justement trouver sa façon avec sa famille, bien évidemment, et nos amis, de compenser, entre guillemets, ces actions que j'avais. Et mes enfants, je pense que, puisqu'ils vivent ça au quotidien depuis qu'ils sont nés, pour eux, c'est juste une normalité, en fait. Il y a pas, papa part pour faire la traversée de la France, ok, d'accord, bon, ben, il va revenir dans un mois, ok, ben, on l'aura en visio, et puis voilà. Mais après, c'est vrai que 4 mois et demi pour le Nil, c'était très long. Vraiment, 4 mois et demi, c'était très long. Surtout que c'était pas tous les soirs pour les visios, vu que je traversais dans des endroits en Afrique qui étaient un peu compliqués. Pour cette fois-ci, c'est plus simple parce que voilà, ça reste dans l'Europe, entre guillemets, donc on arrive à savoir au moins une fois par jour. Mais il y a d'autres projets beaucoup plus gros que j'appelle le projet Forrest Gump. On va en parler à la fin, j'attendrai que tu me poses la question. Qui celui-là, celui-là, il est énorme dans tous les sens du terme. Bon, juste pour réagir, il faudra qu'on échange le numéro de nos compagnes. J'aimerais bien que ma femme parle à la tienne. Elle a certainement pas mal de choses à apprendre. Il y a un autre aspect que je voulais aborder, et notamment sur cette dernière aventure. Comment est-ce que tu finances tout ça? Parce que tu pars à l'aventure, tu lèves des fonds pour des causes, pour des êtres qui sont blessés, abîmés, qui ont Mm. tout perdu. Comment tu finances tout ça? Et ça, c'est vraiment. Alors, je sais que tu comprends tout ce que je vais dire parce que tu l'as vécu ou voire tu le vis toujours. C'est aussi ça, en fait. Le monde de l'aventure, de l'exploration et du sport, c'est extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle il faut avoir gagné en crédibilité. Encore une, pour gagner un peu des petits sponsors, des petits partenariats, toujours commencer petit, pas, il faut pas essayer de voir trop gros, même si on a des idées plein la tête et de dire, voilà, moi j'ai envie de faire un truc énorme. Bien sûr, tu peux, mais commence déjà tout petit pour pouvoir accéder au fur et à mesure et qu'on commence à parler de toi. Je reviens au local, régional et national et international pour que justement tu puisses commencer à toucher et que justement les gros commencent à se dire putain, on a entendu parler de toi, tu as commencé à faire ça et tout. Ben, c'est bien, ça correspond bien avec notre image. On a envie de faire des trucs avec toi, voilà. C'est dans cet aspect-là. Tu peux pas toquer aux portes des gros et dire bon ben voilà, j'ai commencé il y a 2 jours là, j'ai envie de partir faire le tour du monde. Est-ce que vous me sponsorisez? Ils vont pas rire, ils vont pas te rire au nez, mais la porte elle va pas s'ouvrir. Ça c'est clair et net. Ça s'est jamais vu, même dans les rêves ou dans les films, ça s'est jamais vu. Et c'est normal, c'est parce qu'il faut gagner en crédibilité. On peut pas mettre de l'argent sur quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il va finir la chose ou qu'il va aller dans la direction qu'il doit aller normalement. Et donc, pour répondre à ta question, euh, comment je finance? Ben, justement, grâce à tout ce que j'ai fait auparavant, j'arrive à avoir assez de crédibilité pour pouvoir toquer aux portes de certaines personnes. C'est un peu comme si j'arrivais avec un book de tout ce que j'avais fait et que je leur présentais devant les yeux en leur disant, voici tout ce que j'ai fait, voici la voie que je souhaite emprunter. Est-ce que cette voie vous parle? Est-ce que cette voie vous plaît?
Si c'est le cas, accompagnez-moi sur un, voire plusieurs projets pour que on puisse avancer ensemble et justement montrer que vous voulez participer, par exemple sur moi, visuellement parlant, sur des actions que l'on peut faire en commun. Enfin voilà, c'est ce genre c'est de cette façon-là que j'arrive à avoir, à concrétiser des budgets prévisionnels sur ce type d'aventure. Maintenant, comme je sais que tu vas poser la question, voire tu te la poses, est-ce que Claude Caz gagne de l'argent? Et comment moi j'arrive à gagner de l'argent? Parce que là, on parle de budget sur des aventures qui n'a rien à voir avec le fait que moi je gagne de l'argent. Ça fait 5 ans, comme vous avez entendu pour tous les auditeurs qui vont nous écouter, que je fais ça. Et Claude Caz, depuis 5 ans, il gagne pas d'argent avec ça. J'ai zéro. C'est-à-dire que j'arrive à financer, mais j'arrive pas encore à gagner de l'argent avec ça après 5 ans. Et je tiens à rester honnête avec les auditeurs parce que c'est une réalité et il faut qu'ils sachent où c'est qu'ils mettent les pieds, que ce soit aventurier, explorateur ou sportif. Il y aura peut-être certaines personnes, mais très très peu, très très peu, qui vont pouvoir résister aussi longtemps et durer aussi longtemps. Parce que c'est ça aussi, de se dire, entre guillemets, de se dire qu'on est explorateur, sportif ou aventurier, c'est de perdurer et tous les autres explorateurs sportifs ou aventuriers vont voir que vous perdurez et vous allez aussi gagner de la crédibilité autour de vous par rapport aux anciens, entre guillemets, qui sont là avant nous. Et c'est difficile au quotidien parce que ben, j'ai pas honte de le dire, je touche le RSA tout cet argent, enfin, le RSA, je le donne en fait à ma compagne qui elle travaille je donne la totalité. Ça permet on va dire, de payer au moins un loyer et un peu de trucs à côté. Des fois, j'arrive à faire certaines choses qui me permettent de débloquer un peu d'argent, mais c'est minime vraiment comparé à un vrai salaire, entre guillemets. C'est vraiment minime. Pour l'instant, j'essaye de me dire que tout ce que je fais aussi va me permettre d'avoir la voix qui porte et de gagner encore une fois en crédibilité pour vendre des conférences, vendre des conseils sportifs, vendre ce genre de choses parce que j'ai tellement travaillé sur moi et la compréhension de mon corps que je me dis que ça peut en aider plus d'un de partager tout ça en vendant bien évidemment certains conseils. Ouais, je te comprends tout à fait, encore une fois, hein. Moi, c'est pareil. J'ai levé 5 600 euros pour les deux associations que je soutenais, mais le projet m'a coûté 11 500. Donc, je suis très largement déficitaire. Et c'est grâce aussi à ma famille, à mon épouse, qu'on a pu mettre au bout chaque mois. Et je tiens à le souligner quand même à mon associé qui m'a permis de garder un petit salaire pendant que je m'entraînais et que j'avançais sur mon projet. Claude, est-ce que, au-delà de t'immerger dans l'eau glacée, au-delà de courir des ultra-distances, tu as aussi déjà fait du vélo et nagé? J'ai voulu tester en fait ce que c'était un Ironman une fois. Alors malheureusement, je dis malheureusement pour moi, hein, très souvent quand je me teste pas dans les meilleures conditions. J'ai pas testé ça en plein été où la mer elle est plate. J'ai testé un Ironman en plein mois de novembre à Béziers, enfin à Valras exactement, puisque on commence par la natation, le vélo, et puis après on finit par le marathon. Je vous dis, je t'explique même pas les vagues comme elles étaient, mais je crois que j'ai dû mettre pour faire 4 kilomètres, j'ai dû mettre une heure et quelques, tu vois, alors que normalement tu mets quoi, une quinzaine ou une vingtaine de minutes max, tu vois, enfin, pour rester, on va dire, global. Ouais, sur 4 bornes, les meilleurs, ils sont à 45 minutes quand même, hein, sur 3008. Ben, j'ai dû mettre une heure et demie, moi, tu vois, pour te dire le truc qui était extrêmement fort. C'est vraiment très difficile. Et puis derrière, enchaîner 180 kilomètres à vélo et terminer par les 42, j'ai fini dans un état, je vais pas dire où j'étais mort parce que voilà, sinon je ne serais pas là aujourd'hui, mais j'ai terminé quand même dans un état difficile, très très difficile. Et c'est une des raisons pour lesquelles, après ça, pareil, c'est toujours de l'expérience en fait qu'on acquiert au fur et à mesure. Après ça, je me suis dit que c'était fini. Je ne voulais plus finir dans cet état. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans mes entraînements, que ce soit pour moi ou pour mon fils, parce qu'il court aussi un peu, le plus important, je ne cherche pas à faire un chrono. Je m'en fous en fait royalement du chrono. Moi, pour moi, le plus important, c'est dans quel état je termine. Et je pense que la plupart du temps et des gens qui veulent faire quelque chose, que ça soit
un marathon, un semi, un ultra de 80, 100, 100, 170. Tout le monde veut juste terminer. C'est ce qu'ils disent tous. Je veux juste terminer, je serai content si je termine. Parce que au début, on se dit, ouais, je veux faire ci, je veux faire ça. Sauf que quand tu le vis, que tu vois la difficulté et que tu as l'impression que tu vas arrêter et que tu vas mourir, tu dis, je veux juste finir. Donc, c'est pour ça que je préfère, moi, juste finir et terminer dans un bon état. Et ce qui est rare, hein, quand tu fais un ultra de 85 km, terminer dans un bon état où tu te dis, c'est bon, demain, je peux enchaîner sur un marathon, c'est très, très rare. Eh ben, moi, c'est l'objectif que je me mets. Et grâce à tous les entraînements, en fait, que j'ai fait jusqu'à présent, c'est ce qui me permet de faire tout ce que je fais et de pouvoir enchaîner le lendemain sur d'autres choses. Et c'est ce que je fais actuellement. Waouh. Bah écoute, je te félicite pour tout ça. Je garde la dernière petite question du podcast qui est habituelle et qui a trait à nouveau au triathlon. Mais tout à l'heure, tu nous as parlé du projet Forest. Tu peux nous en dire plus? Bien sûr. En fait, le projet Forest Gump, alors je dis Forest parce que normalement, enfin, tant que tu gagnes pas d'argent, tu peux utiliser le nom Forest Gump. Hein, hein, dès que ça commence à parler d'argent, tu peux pas utiliser. Bon, bref. Le projet Forest Gump, en fait, c'est quoi? C'est comme dans le film. Je vais remémorer les gens qui ont vu, comme des millions de personnes dans le monde, hein, le film. On voit donc Tom Hanks qui se lève et qui part courir pendant 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures. Ok, je l'ai dans ma tête parce que je le connais par cœur le film. Hein. Et il court pendant 3 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte. 3 ans tous les jours. Maintenant, il fait pas un marathon, attention. Parce que j'ai calculé. Il fait 25 000 kilomètres en 3 ans. D'accord? 2 mois, 14 heures. Bon. Tu divises ça, moi c'est ce que j'ai fait, et tu tombes sur un semi. C'est-à-dire que pendant 3 ans, il fait 21 kilomètres tous les jours, du lundi au dimanche. Au début, tu te dis, ouais, un semi, ça va, 21 kilomètres, je l'ai fait, moi, les 21 kilomètres. Bien sûr, il n'y a pas de problème, mais fais-les pendant 3 ans. On va voir après si tu les fais tous les jours. Parce que c'est vraiment très, très contraignant. Et moi, alors, comme je peux pas partir pendant 3 ans, parce que j'ai une famille comme toi, tu vois, c'est très difficile de partir pendant 3 ans. Je me vois pas partir. Ma fille, elle a 10 ans, je reviens, elle en a 13. C'est pas possible. Ou mon fils, tu vois, c'est, voilà. Par contre, donc, comme lui, il a fait 3 ans, un semi par jour, et que moi, je m'entraîne, entre guillemets, tout ce que je fais un marathon, je me suis dit que si je double ce que lui, il a fait, donc je fais mon 42 tous les jours, ça me permet de diviser en deux ce que lui, il a fait. C'est-à-dire, ces 3 ans, ça passe à 1 an et demi. Eh ben, c'est l'objectif de ce projet-là. C'est donc de faire 19 mois, de partir pendant 19 mois aux États-Unis et de suivre le parcours exact qui existe, je tiens à le préciser, qui a été fait par une seule personne dans le monde, qui est un Anglais, il s'appelle Rob Pop, qui est devenu, on va dire, une très bonne connaissance. Il m'a donné son parcours précis. Et c'est très rare hein, qu'un coureur fasse ça. Hein. Je tiens à le dire quand même. Surtout que il a un record avec ça. Bref, lui, il le fait d'une façon, moi, je le fais d'une autre façon. Et, euh, et donc, il m'a donné ce fameux parcours, qui est un vrai parcours, le vrai parcours de Forest, 25 000 kilomètres que j'effectuerai à ordre de un marathon par jour pendant 595 jours de marathon. Et donc là, il y a plusieurs choses. Un, ça sera le record du monde du marathon par jour, puisqu'il est actuellement sur un an, c'est 365 jours actuellement. Donc il sera quasiment presque doublé. Euh, Deux, pourquoi je vais faire ça? Parce que c'est important, moi je ne fais que tout ce que je fais que pour des causes. Un, l'environnement, parce que je pense qu'il faut continuer j'ai envie de dire, à pilonner les États, les pays, tout le monde, les gens, à dire que voilà, l'environnement il est très important. Et pour le coup, ça va être bien parce que je cours pendant 1 an et demi. Donc du coup, je suis en plein dedans. Et deux, le cancer. Encore une fois, pour moi, comme pour beaucoup de personnes dans le monde, le cancer, c'est très important et la recherche. Donc, du coup, en fait, tous les fonds qui seront récoltés, et ça va être énorme, hein, pendant les 19 mois, seront partagés, un pour l'environnement, deux pour la recherche sur le cancer. Et j'ai déjà calculé que sur une certaine somme pour l'environnement,
Je suis en train de voir avec un organisme aux États-Unis, puisque bien évidemment les causes elles vont appartenir aux États-Unis. Hein. Je cours dans le pays, donc je vais pas courir dans un pays pour aller donner de l'argent en France. Hein. C'est pas cohérent. Ça va permettre en fait de pouvoir planter un arbre par kilomètre, c'est-à-dire 25 000 arbres qui seront replantés pendant les 25 000 kilomètres parcourus. Waouh. Alors, je vais te faire une confidence. Je l'ai annoncé à mon épouse il y a quelques jours. Il y a 2 semaines, j'ai interviewé Philippe Moreau. Je sais pas si tu connais. Du tout. Et lui, il a tenté le record du monde de la traversée de l'Australie. 3800 km en 38 jours et quelques, à raison donc de 100 km par jour. Il n'a pas obtenu le record parce qu'il a eu des petits soucis et ça s'est joué à quelques heures près. Donc c'est toujours un Français qui détient ce record-là, mais c'est pas Philippe Moreau. Et ça m'a planté une petite graine et je me dis que j'irais peut-être bien chercher ce record, un de ces quatre. Bon, j'ai quelques trucs à régler d'abord au niveau familial, mais d'ici 2-3 ans, ça commence à me titiller. Par contre, le projet Forest, un peu moins. Je viendrais peut-être courir quelques bornes avec toi, quelques miles avec toi, mais les 25 000, non. Est-ce que tu connais Marie Léoté, l'outil runner? Alors, je connaissais pas jusqu'à ce que tu m'en aies parlé dans un des messages que tu m'as envoyé. J'avais entendu parler d'une femme qui parcourait, donc qui faisait le tour du monde en courant. J'ai vu à ordre à peu près d'une quarantaine de kilomètres par jour. J'ai lu en fait, je suis allé faire ma recherche. Et mis à part ça, j'avais pas le nom en fait de la personne. Et j'ai envie de te dire que comme tous les aventuriers, explorateurs ou sportifs, on est un peu dans notre bulle. Alors oui, on peut être connecté avec, on va dire, l'Internet et de voir à peu près qui fait quoi, à quel moment. Mais quand on est dans une bulle, dans notre bulle en fait à nous, on est un peu déconnecté aussi. Donc on a quelques informations, mais on est un peu déconnecté parce que justement on voit sur ce qu'on, on essaie de se projeter sur ce qu'on veut faire ou ce que l'on est en train de faire. Et donc voilà, donc j'avais juste entendu quelques mots mais c'est super ce qu'elle fait. Ouais, et vos épisodes vont être diffusés à peu de temps près. J'ai refait une deuxième interview avec elle pour revenir justement sur son tour du monde en courant. Elle a fait plus de 28 000 km en 2 ans et demi, sachant qu'il y a eu le Covid entre-temps, sinon elle avait prévu de faire plus rapide, à raison effectivement d'un marathon par jour, par contre 6 jours par semaine. Elle se posait toujours le dimanche pour se reposer un peu. Tout ça, ça me fait penser, tu vois, ces aventures-là, ça me fait penser à ce qu'elle a fait, à ce que font des gens, et toujours derrière, il y a une cause, il y a une belle et noble cause, pour reprendre des mots d'un autre explorateur, d'un autre aventurier. Écoute Claude, je pense qu'on a fait un bon tour là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais aborder qu'il faut absolument dire ou répéter pour marteler ton message? Alors je vais répéter un truc que je répète souvent à mes enfants et je pense que c'est une vérité. Hein. Faut pas faire des choses que l'on n'a pas envie de faire. Il faut faire que des choses qui nous rendent heureux. Je pense que ça, c'est la base. Et ce qui nous rend heureux, bien évidemment, les rêves en font partie. Hein. Pouvoir essayer de les réaliser, ça en fait partie. Mais outrepasser un rêve qu'on va tout faire ou on va tout faire pour le réaliser, je pense que vraiment, il faut aller dans la direction de ce qui nous rend heureux. Tout ce qui nous rend pas heureux, faut pas y aller en fait. C'est que ça soit amical, amoureux, professionnel, ça sert à rien en fait. Hein. C'est la recherche du bien-être de soi passe par le bonheur. Voilà. Wow. Tu prends à contre-pied la phrase habituelle qui dit que la recherche du bonheur tend vers le bien-être, et toi c'est la recherche du bien-être tend vers le bonheur. Wow. Exact. Écoute, je te remercie vraiment pour tout ça. J'ai encore 2 petites questions. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète, donc je me dois de te demander, toi qui as déjà voulu tenter un Ironman, comment est-ce qu'à ton avis on devient triathlète, surtout quand on est un ultra runner, ultra aventurier? Franchement, triathlète, je sais pas. Parce que ben, c'est pas, je vais pas dire que c'est pas ma cam, mais je me suis pas dirigé vers ça. Mais je pense que en restant dans le monde du sport et dans ce que je fais ou dans ce que les autres font, triathlète ou marathonien ou ultramarathonien ou tout ce qu'on veut, ça reste un peu la même cam. C'est de l'entraînement, c'est de la rigueur. Euh, je pense qu'on a tous la même base. La force, faut toujours croire en soi, croire en ce qu'on fait et y aller en fait. Il faut pas d'hésitation, pas de doute. Juste faire ce que l'on a envie de faire
Et garder cette force, ça c'est important aussi de garder cette force. Chacun trouve sa force un peu où il veut, où il en a besoin. Mais ça peut être les moteurs changent hein, selon les personnes. Hein. Il y en a qui vont utiliser les émotions, l'amour, d'autres vont utiliser d'autres émotions. Mais du moment qu'on a un moteur qui nous permet d'avancer, on peut aller où on veut. Eh ben écoute, on va rester sur ces mots. J'ai quand même une dernière question. Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on t'accompagne? Où est-ce qu'on te supporte? Où est-ce qu'on donne si on est touché par tes aventures et par ton message? Alors, pour cette aventure-là qui va durer, je pense, jusqu'à la fin de l'année, la première chose, il faut venir s'abonner sur mon Instagram, donc Claude Cazès, C-A-Z-E-S. Parce que même si je suis pas fan en fait à la base des réseaux sociaux, on en a besoin. C'est une obligation. Quand on veut faire partie de ces trois genres de personnes, aventuriers, explorateurs sportifs, on se doit en fait de travailler avec les médias et les réseaux sociaux. Et plus on a de followers, hein, malheureusement c'est le système qui veut ça aussi, plus on a de sponsors et de mécènes. Et nous, toi comme moi, avons besoin de sponsors, de partenariats et de mécènes. Donc du coup, j'ai envie de dire, abonnez-vous en masse, que ça soit à moi ou à notre ami Hermano. Vraiment, on en a besoin. Donc, faut y aller. Et non, mais c'est vrai, je suis pas du tout individualiste. Moi, je suis pour en fait que tu t'abonnes à moi, je m'abonne à toi. Tu vois? Si tout le monde faisait ça, on aurait tous des millions de followers. Écoute, moi je te suis déjà. Hein. Je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a déjà quelques années, juste après que tu sois passé dans le podcast de Bart, j'avais essayé de te contacter et puis on n'avait pas continué. Mais moi je te suis déjà sur Facebook, sur Insta, sur tout ce que tu veux. Super. Écoute, on va faire ça. De toute façon, on remettra les liens dans les notes de l'épisode. Super. Ben voilà, on a fait le tour. Ouais. Ça t'a plu, Claude? Ah, c'était super. Hein. Génial. On te souhaite du coup une bonne continuation. On te souhaite d'arriver à destination et puis de vite rentrer parce que tu vas aller jusqu'à la fin de l'année 2023 pour ton aventure. Mais après, il faudra rentrer fêter Noël et jour de l'an avec les enfants. Noël, je pense pas. Peut-être jour de l'an. Ça marche. Écoute, bonne continuation, Claude. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.